d'abord, merci beaucoup, Adrien, d'accorder un peu de votre temps pour parler au Cortex. Et vous êtes donc, vous avez donc votre propre équipe de recherche à l'Université de McGill et vous travaillez essentiellement sur les processus cognitifs, la mémoire et la navigation spatiale. Donc déjà, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, commencer par nous parler un petit peu de votre parcours et comment vous en êtes arrivé là et à choisir ces sujets de recherche en particulier? Tout d'abord, bonjour et merci à vous de m'inviter pour partager mon expérience. Mon parcours, je suis français. J'ai fait mes études à Paris. J'étais d'abord en fait une formation d'ingénieur et peut-être par le fruit du hasard ou je ne sais quoi d'autre, suis rentré en master de sciences cognitives à Paris et parce que j'étais très intéressé à l'époque par l'intelligence artificielle. Alors c'était juste avant le boom qu'on a connu à la fin des années 2000. Et donc, j'étais un peu à cheval entre les deux, mais je sentais que ce master-là m'avait particulièrement attiré. Et j'ai commencé à travailler sur des modèles, en fait, de navigation, de robots, d'agents artificiels, inspirés de la biologie. Et c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, tous les réseaux de neurones chez les animaux qui étaient impliqués dans la navigation spatiale. Et très vite, en fait, pendant mon stage de master, je me suis dit, mais quelque part, il y a tellement de choses à découvrir dans le cerveau. Est-ce que je ne ferais pas mieux d'aller y voir ce qui s'y passe plutôt que d'essayer de les simuler dans des robots? Et j'ai rencontré, je suis allé visiter un laboratoire, encore une fois à Paris, qui faisait exactement ça. Il y avait donc en fait une jeune équipe qui avait été lancée par un ancien postdoctorant d'un des grands noms du domaine, qui s'appelle Bruce McNaughton. Et donc ce jeune, enfin oui, il était post-doctorant, il était en train d'avoir un poste, Francesco Battaglia, un Italien, je l'ai rencontré et il a commencé à me montrer un peu sa manip. Et je peux vous raconter l'histoire en fait de ce jour-là parce que c'est quand même un de ces jours dans la vie qui change une vie en fait. Et en fait, bon, ça a tout de suite accroché et on a décidé ensemble que je ferais ma thèse avec lui. J'étais son premier étudiant de thèse et ça a commencé comme ça. Donc j'ai fait presque 4 ans de thèse ensuite à Paris. À la suite de quoi, donc là, c'était vraiment sur les questions de la navigation spatiale, de l'apprentissage, de la prise de décision. Où on a montré effectivement pendant le sommeil que les informations relatives à la prise de décision, à l'apprentissage étaient rejouées spécifiquement et on pense que c'est des mécanismes nécessaires pour l'apprentissage. J'ai fait 1 an ensuite de stage postdoctoral à Gif-sur-Yvette au CNRS avec un chercheur qui s'appelle Alain Destex qui est assez établi dans le domaine et alors dans un domaine totalement parallèle, je dirais. Bon, ça restait neurosciences, mais c'était beaucoup plus computationnel. Donc, j'ai travaillé principalement sur mes thématiques, mais là, j'étais entouré dans un laboratoire de gens qui pensaient pas exactement comme moi. C'était pas du tout la navigation, c'était pas du tout la mémoire. Et c'était très intéressant, j'ai beaucoup appris. Et ensuite, je suis parti à New York pour travailler chez Yori Boujaki, donc qui est un peu une sommité dans le domaine de l'électrophysiologie, des rythmes dans le cerveau, de la dynamique neuronale. Et j'y ai passé 5 ans, un peu plus de 5 ans, jusqu'à ce que en fait, je bouge à Montréal ici pour commencer mon laboratoire il y a pratiquement exactement 6 ans maintenant. Du coup, je voudrais s'il vous plaît, que vous expliquiez un petit peu ce que c'est que tout ce qui est navigation spatiale et cette espèce de système GPS un peu qui existe dans le cerveau, parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très, très connu du grand public. Et pourtant, ça fait partie vraiment des domaines de recherche qui sont vraiment très, très étudiés en ce moment. Et toute personne qui travaille un petit peu dans les neurosciences a entendu parler de ça, je pense. Donc, si vous pouviez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît. C'est effectivement, ce qui est fou, c'est que c'est quelque chose qui paraît extrêmement naturel de naviguer, d'explorer son environnement, d'aller de chez soi à son travail, de se retrouver, d'arriver à prendre un court-circuit quand tout d'un coup on voit une petite ruelle ou même de faire un détour si jamais il y a des travaux. Et on fait cela tout à fait naturellement, alors qu'en fait, c'est pas du tout naturel. Ça demande des capacités cognitives assez incroyables, en fait, pour arriver à faire ce genre de calcul, j'allais dire. Et ça prend en fait pratiquement un bon
peut-être un bon tiers de notre cortex. Donc, c'est toute la partie médiale et temporale. Donc là, c'est derrière l'oreille, la partie médiale au milieu qui fait ce travail-là. C'est un système qui est universel. Tous les animaux, par définition, bougent. Les animaux, contrairement aux plantes, ce sont des organismes qui ont besoin de se déplacer pour aller chercher leur nourriture, pour se reproduire également. Et à partir du moment où on bouge et qu'on est pluricellulaire, qu'il y a un système nerveux qui apparaît, on arrive, ou en tout cas les animaux, commencent aussi à s'orienter dans leur espace. Le système, vous parlez du GPS, le système de direction, la boussole, et un système qui aujourd'hui, on pense, est absolument universel. Tous les animaux qui ont été étudiés, que ce soit la mouche ou les mammifères, possèdent cette boussole neuronale qui indique la direction du mouvement. C'est une information absolument cruciale pour pouvoir naviguer dans l'espace. Donc, quelque chose à la fois universel qui a certainement s'est développé de façon parallèle sur toutes ces espèces-là, mais donc une information essentielle. Et en fait, le domaine chez les mammifères a commencé au début des années 70. En fait, c'est parmi les premiers neurones, pas les premiers tout à fait, mais parmi les premiers neurones à avoir été enregistrés chez des animaux qui se déplaçaient librement. Donc, ça veut dire que technologiquement, il y avait un certain nombre d'obstacles. C'était de mettre des électrodes dans des rats à l'époque qui pouvaient se déplacer dans un petit labyrinthe, dans une boîte. Et en fait, c'était un ancien étudiant de thèse à McGill qui était parti en postdoctorat à University College London, qui a enregistré dans une structure qui est assez facile d'accès chez le rat, qui s'appelle l'hippocampe, et qui a tout d'un coup réalisé que les neurones de l'hippocampe s'activaient électriquement. Un neurone en particulier, on va dire, on enregistre un neurone, et ce neurone-là va s'activer quand l'animal est à une position précise de l'environnement, et pas ailleurs. Et donc, ce neurone code pour la position de l'animal dans son environnement. Un autre neurone va coder pour une autre position de l'animal. Et tous ces neurones ensemble vont former ce qu'ils ont appelé à l'époque la carte cognitive. C'est-à-dire, c'est une véritable carte, comme si on voyait l'environnement du dessus, qui est codé par un ensemble de cellules nerveuses, cellules électriques dans le cerveau, dans cette région qui s'appelle l'hippocampe. Quelques années plus tard, cette fameuse boussole a été découverte, donc des neurones qui codaient maintenant pour la direction de la tête. Et donc, tout le monde a compris qu'effectivement, il y avait un lien, que ça ressemblait à… Alors, à l'époque, le GPS n'existait pas, mais on se disait, c'est comme un navigateur en pleine mer, il faut une boussole pour s'orienter. Ce qui manquait, c'était une information de distance, ce qui a été en fait découvert après, dans les années 2000, par deux chercheurs en Norvège, un couple, Edouard et May-Britt Moser, qui ont découvert ce qu'on appelle les cellules de grille, qui s'activent en fait maintenant régulièrement avec un certain pas. Donc potentiellement, on n'en est pas sûr, mais ils codent pour la distance parcourue. Donc on a la distance, on a la direction qui forme une carte. Donc tout ça, ça forme un GPS. Cette découverte était tellement fondamentale qu'elle a donné lieu en fait au prix Nobel de physiologie et de médecine en 2014. Et oui, et ça pose tellement de questions. Enfin, ces découvertes en fait nous fait couvrir encore plus de questions derrière. Comment ces signaux apparaissent, comment ils émergent, comment ils communiquent avec les autres structures dans le cerveau. Évidemment, j'ai le système visuel, comment mon système visuel s'intègre avec la carte cognitive. Moi, ce qui m'intéresse en particulier, et je suis pas le seul, c'est que ce système de navigation dans l'espace est le système qui va aussi permettre l'établissement des mémoires à long terme. Alors, pas toutes les mémoires, c'est pas celle de faire du vélo, mais en tout cas, les mémoires de ce qu'on appelle les mémoires épisodiques, c'est-à-dire les épisodes de notre vie. Et effectivement, tout épisode de la vie s'inscrit dans un contexte spatial. Je suis à un endroit et dans le temps. Je suis à un certain moment de ma vie, à un certain moment dans la journée, de la semaine, à une certaine saison. Et effectivement, il y a ce lien fondamental, intrinsèque, entre je navigue dans l'espace, je suis dans un contexte donné, à un endroit donné, et la formation de ces mémoires-là. Et en fait, c'est passionnant, c'est que ce sont les mêmes structures dans le cerveau qui permettent ces deux facultés cognitives. Et une lésion, j'allais dire, c'est une épilepsie ou un accident vasculaire cérébral, une lésion dans ces structures-là va montrer qu'à la fois, vous allez avoir un déficit de formation de mémoire, vous allez être une amnésie, vous allez même oublier certains souvenirs anciens, et vous allez aussi avoir des déficits dans la façon dont vous appréhendez votre environnement, dans la façon dont vous allez naviguer dans l'environnement. Donc ça a été maintenant très, très bien établi.
Ça a été des années et des années de travail. Le lien vraiment subtil, les processus, tout ça, et évidemment, on peut pas dire qu'on a tout compris, loin de là. Il y a beaucoup de laboratoires à travers la planète qui étudient ces questions-là, mais c'est fondamentalement les questions qu'on se pose ici au laboratoire. Tout à l'heure, vous avez parlé justement des neurosciences computationnelles et vous venez d'ailleurs un petit peu de ça. Et est-ce que vous pourriez expliquer quel est le rôle justement des neurosciences computationnelles dans la recherche sur les processus de mémoire? Parce que c'est vrai que ça fait partie maintenant des approches qui sont essentielles en fait pour qu'on puisse comprendre un petit peu ce qui se passe dans le cerveau, que ce soit pour la navigation spatiale ou pour la formation de mémoire. Et donc, est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ce que c'est? Alors, déjà, non, enfin, généralement, là, j'avais fait que des mots anglais qui me venaient en tête. Donc, le lien entre les neurosciences computationnelles et les neurosciences expérimentales, il est établi depuis longtemps. C'est un dialogue comme en n'importe quel domaine de la science. On va dire en physique, il y a un dialogue constant entre les théoriciens et ceux qui font des expériences. Parfois, ce sont les mêmes personnes, parfois, ce sont des personnes totalement différentes. Mais effectivement, il n'y a pas de science sans théorie, il n'y a pas de science sans expérience. Et ces deux communautés-là, même si elles sont parfois séparées, doivent communiquer en permanence. Dans les questions qu'on se pose sur le système de navigation de la mémoire, effectivement, ce dialogue, il existe depuis très longtemps, pratiquement depuis le début. Et vraiment, c'est par cette communication-là que des nouvelles hypothèses peuvent être testées et que des nouvelles données expérimentales viennent aussi confronter la validité de certains modèles. C'est la base de toute recherche scientifique. Le grand tournant dans les neurosciences computationnelles dans le domaine, c'est certainement au tout début des années 80, quand des physiciens ont commencé à s'intéresser à ces questions-là. Et en fait, on pensait pour la première fois qu'il y avait un lien possible entre des matériaux un peu compliqués qu'on appelle en fait des vers de spin, qui sont en fait des matériaux magnétiques un peu compliqués, et la mémoire. Et en fait, l'idée, c'était que dans ces matériaux un peu compliqués, chaque atome en fait a une magnétisation qui peut être vers le haut ou vers le bas. Et on peut penser à l'analogie avec un neurone qui peut être soit actif électriquement, qui émet des potentiels d'action, soit inactif. Deux atomes proches, en fait, vont avoir tendance à s'influencer l'un l'autre. D'accord? Donc, si je suis vers le haut, moi, j'ai plus envie d'être sur le haut que vers sur le bas. Et en fait, l'analogie ici de ce couplage qui existe entre ces champs magnétiques unitaires au niveau de l'atome, l'analogie a été faite avec la connexion synaptique, qui sont donc en fait ces jonctions qui existent entre les neurones qui permettent à l'information de passer d'un neurone à l'autre. Et sur la base de ces analogies-là, un travail absolument formidable a été fait dans les années 80 sur qu'est-ce que c'est que la mémoire. Et en fait, on a compris qu'effectivement, ces réseaux-là pouvaient apprendre certaines formes de mémoire et qu'une analogie assez intéressante pouvait être établie avec justement l'hippocampe. Ce même hippocampe qui avait ces cellules de lieu qui codent qui supportent la carte cognitive pour l'animal. Et ça a été vraiment un boom, j'allais dire théorique dans les années 80. Ça a vraiment nourri un dialogue très fort. Après, il y a eu une période un peu plus sombre parce qu'ils se sont rendus compte que ça marchait beaucoup moins maintenant si les neurones n'étaient pas juste actifs ou inactifs, mais si maintenant ils émettaient vraiment des potentiels d'action. Et donc là, que ça devenait beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, tout ça est revenu à la fin des années 90. Aujourd'hui, maintenant, on fait un grand saut. On passe en fait 20 ans, même si plein de choses se sont passées à ce moment-là. Mais ce qui est très intéressant, depuis quelques années maintenant, effectivement, avec le boom de l'intelligence artificielle et en fait surtout des réseaux profonds, on voit cette nouvelle approche qui est vraiment tangentielle, qui est se dire, on prend un réseau de neurones, on les connecte tous, mais pratiquement de façon aléatoire. On donne comme tâche à ce réseau de naviguer dans l'espace, c'est-à-dire d'arriver à se repérer en fonction de certaines informations de plutôt bas niveau. Et après, on étudie la structure du réseau. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'un réseau artificiel qui n'a aucune structure ressemblant à celle de la biologie, c'est même pas la question en fait. Mais à partir du moment où ce réseau est entraîné à naviguer dans l'espace en fonction d'entrées visuelles, par exemple, et on va dire la direction de la tête pour revenir à elle, ce réseau-là va développer des représentations, c'est-à-dire l'activité de chacun de ces neurones artificiels
faire ressembler aux activités qui sont observées chez les animaux. C'est-à-dire que certains de ces neurones-là vont coder pour la position de l'animal dans l'espace, certains de ces neurones-là vont coder pour la direction de la tête, entre guillemets, de cet agent artificiel. Certains vont même développer des représentations de grilles, c'est-à-dire certainement la représentation de la distance parcourue dans le temps. Donc ça a été vraiment une explosion dans les 3-4 dernières années. C'est très excitant. On ne sait pas trop ce que ça nous apporte. Enfin, on sait que c'est quelque chose qui potentiellement peut apparaître universellement, donc ça nous ouvre aussi les yeux à nous expérimentalistes en disant les détails de la connectivité, les détails de tout cet embryoglio biologique importent peut-être assez peu vu que ces représentations-là apparaissent de façon universelle. Donc peut-être qu'il faut se poser plus la question de quelles sont les conditions artificiellement, quelles sont les conditions dans lesquelles ces représentations apparaissent et est-ce que cela correspond à des conditions qui sont observées biologiquement. Là, je pense que c'est vraiment une des questions fondamentales aujourd'hui. Justement, pour suivre là-dessus, vous avez parlé du prix Nobel en 2014 sur la découverte des cellules de Lieu, des cellules de grille. Il y a énormément de recherches, je pense, qui sont faites dans l'hippocampe. C'est sûrement la région du cerveau qui est la plus étudiée, il me semble. Il y a énormément de choses qui sont faites, beaucoup d'approches du comportement, de l'électrophysiologie, toutes les neurosciences computationnelles et en même temps, on n'a pas l'impression que ça stagne, mais il y a encore énormément de choses. En fait, on se rend compte qu'on ne comprend pas vraiment. Beaucoup de choses qui restent encore mystérieuses. Et donc, je me demandais si vous aviez une idée un petit peu de quels sont vraiment les points sensibles qui nous restent à éclairer pour vraiment comprendre ce que fait l'hippocampe, comment il intègre toutes ces informations pour être capable de former une mémoire et comment le réseau de neurones avec lequel il discute, on va dire, permet justement ces représentations à long terme de notre environnement. Alors, si j'étais capable de dire quels sont les grands enjeux très précisément, c'est en général, ça m'aiderait à déterminer parfois les questions même de recherche beaucoup plus précisément. Et c'est ça qui est très excitant en neurosciences, c'est qu'on n'y connaît tellement rien. Parfois, on est tellement démunis face à la complexité du système que n'importe quelle hypothèse qu'on peut émettre se retrouve invalidée assez rapidement. Mais bon, parenthèse close en rigolant à moitié. Non, les grands enjeux, je pense, c'est les questions qui restent fascinantes et auxquelles personne, en fait, vraiment n'a de réponse, même si certaines personnes travaillent là-dessus, c'est dans l'hippocampe. Parce qu'on peut parler de beaucoup d'autres structures, mais pour parler de l'hippocampe, les neurones ont une préférence de lieu dès la première visite de l'animal dans son environnement. Où vous atterrissez, vous sortez de l'aéroport dans une nouvelle ville, c'est la première fois que vous visitez, que vous marchez dans les rues de cette ville, vous avez très certainement une représentation dès le début de l'endroit où vous êtes dans cette ville. Cette représentation, elle va évoluer, elle va être apprise, vous allez faire un lien entre ce que vous voyez et là où vous êtes. Il n'empêche, cette représentation existe. Elle existe aussi, par exemple chez le rat, c'est ce qui a été étudié, de la première sortie de l'animal, la sortie de son nid. C'est-à-dire qu'il est avec sa mère pendant 2 semaines, jusqu'à 15-16 jours. Et puis, à un moment donné, évidemment, petit rat devient grand, adolescent, il va commencer à explorer le monde autour de lui. Et ce qu'on sait, c'est que dès cette première exploration, il y a déjà des cellules de lieu. Comment est-ce que c'est possible? C'est-à-dire qu'on imagine bien, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une connectivité entre ces neurones qui est préétablie et qui va contraindre en fait l'activité de ce réseau-là dans des schémas qui sont prédéfinis par une connectivité certainement aléatoire. Et alors, qu'est-ce qui guide en fait cette connectivité aléatoire? Est-ce que c'est l'activité intrinsèque pendant le développement, pendant les premiers jours avant la naissance ou même après la naissance? Qu'est-ce qui va faire que il doit certainement y avoir une balance assez subtile entre assez de connectivité pour former suffisamment de cartes possibles, mais pas trop non plus parce que le système deviendrait épileptique. Hein. C'est pas pour rien qu'en fait, ce même hippocampe est la région qui est certainement la plus encline à développer une activité épileptiforme. Donc,
il y a toute cette balance subtile en fait entre le développement et ce qui va se passer ensuite à l'âge adulte qui est absolument passionnante. Hein. Ça, on en sait rien. La deuxième chose, personnellement, moi, qui m'intéresse aussi, c'est le sommeil. Le cerveau pendant le sommeil est pratiquement aussi actif que pendant l'éveil. L'hippocampe, et je l'avais mentionné brièvement un peu plus tôt, l'hippocampe, pendant le sommeil, va avoir tendance à rejouer les mémoires qui ont été formées, qui se sont formées récemment. Mais, donc ça, on va dire, à la rigueur, on peut comprendre, c'est déjà assez incroyable comme résultat, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, l'animal va parcourir une certaine trajectoire, va activer un certain nombre de cellules de lieu séquentiellement le long de cette trajectoire-là, et ce qu'on observe, c'est que pendant le sommeil qui suit, cette séquence de cellules de lieu qui a été activée alors que l'animal parcourait cette trajectoire, va avoir tendance à se réactiver de façon spontanée, encore une fois. Et aujourd'hui, il a été établi que la réactivation, le nom du phénomène, de ces ensembles de neurones qui ont été coactivés pendant l'exploration, cette réactivation est essentielle à la consolidation de la mémoire, à la formation de la mémoire à long terme. Ça a été établi. En revanche, ce dont les gens parlent un peu moins, quand je dis les gens, c'est les chercheurs du domaine, c'est que ces événements-là de réactivation représentent qu'une faible minorité du nombre d'événements qui sont observés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'activités spontanées qu'on ne comprend pas et qu'on n'arrive pas à décoder. Et cette espèce de bruit, en fait, pendant le sommeil, toute la question pour moi, c'est est-ce qu'elle a un sens? Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que toute cette activité-là a un sens, mais c'est juste que comme on a eu accès à une fenêtre que très petite, en fait, on arrive à corréler cette activité que ce avec quoi l'animal a fait. Excusez-moi, non, c'est pas ça. On la corrèle avec l'activité de ces neurones une demi-heure plus tôt ou une heure plus tôt. C'est tout ce qu'on peut faire. On n'a pas suivi l'activité de ces mêmes neurones pendant l'intégralité de la vie de l'animal. Mais moi, fondamentalement, c'est la nature de ce bruit-là. Et en plus, évidemment, il y a une partie un peu magique qui est que on a toutes ces expériences du rêve pendant la nuit. On a du mal à ne pas penser que ces animaux-là rêvent aussi. Alors, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, est-ce que les animaux rêvent ou pas, mais qu'il y a un lien, qui se passe des choses dans nos têtes pendant le sommeil, que parfois on garde un souvenir de cette activité-là sous la forme de rêve. Et qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est des choses qui sont réelles, qui sont possibles? Est-ce que c'est complètement imaginatif? Est-ce que c'est pareil chez ces animaux-là? Est-ce que quelque chose qui est propre à l'homme ou pas? Moi, c'est ce qui me fascine depuis que je suis en thèse, en fait. Et du coup, on a beaucoup parlé des rats et des souris qui sont vraiment très utilisés dans ce domaine, mais tout ce système-là que vous avez décrit, il existe aussi chez l'homme, du coup. Et je voudrais savoir si justement, est-ce que vos travaux indirectement, ils peuvent justement aider à peut-être le développement d'approches un peu thérapeutiques, parce qu'on sait que tout ce qui est navigation spatiale, notamment chez les patients Alzheimer, il y a des gros déficits qui expliquent un peu le sentiment de déboussolement et de perte de mémoire qu'ont ces gens dans la vie de tous les jours. Et donc, du coup, je voulais savoir si votre travail il s'intègre un petit peu dans la recherche de nouvelles thérapies pour toutes les maladies dans lesquelles on observe un déficit. Alors, oui et non. Il y a une partie, il y a un aspect du travail au laboratoire qui est très fondamental, où il n'y a aucune, même, j'allais dire, jamais ne se pose la question de l'application. C'est qu'on se pose des questions sur des mécanismes fondamentaux du cerveau dans le cerveau sain. On essaie déjà de comprendre ça. En revanche, on est quand même évidemment tout à fait conscient des enjeux et des applications possibles. Et certaines personnes au sein même du laboratoire travaillent sur des aspects plus, j'allais pas dire cliniques, même s'il y en a aussi, mais en tout cas plus reliés à des pathologies. Alors, on travaille pas sur Alzheimer au laboratoire. Alzheimer, effectivement, c'est une maladie neurodégénérative qui va toucher l'hippocampe, le cortex entorhinal aussi, dans lequel on a ces fameuses grilles de sel, et d'autres structures dans le cerveau qui sont très liées à la formation des mémoires et à la navigation spatiale. On
En fait, nous, on travaille plus sur deux aspects. On travaille sur l'épilepsie. Et ça, j'en parlais aussi plus tôt. Pourquoi? Parce que l'hippocampe a tendance à développer en fait une activité épileptique. Et il y a un lien en fait assez subtil entre ces réactivations pendant le sommeil, qui ont lieu pendant des bouffées d'activation, qui sont en fait, c'est comme si la nature avait pris un énorme risque. Elle avait permis à ces neurones de s'activer très fortement de temps en temps pendant le sommeil. Et cette activité permet certainement l'établissement de mémoire. Mais en même temps, ces bouffées excitatrices, donc les réseaux qui permettent ça, en fait, peuvent devenir aussi épileptiques. Tout d'un coup, la bouffée devient incontrôlable et se transforme en crise d'épilepsie. Donc, ça, c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup parce que c'est sur la dynamique des neurones. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément au sein des réseaux et voir le lien qui existe entre les processus physiologiques dans le cerveau sain et des processus pathologiques. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on étudie. On l'étudie aussi chez l'homme, ici, maintenant. On fait le même le même type d'enregistrement qu'on fait chez l'animal, mais chez l'homme, chez des patients épileptiques. Pour eux, c'est des questions de vie ou de mort qui sont implantées avec des électrodes pour trouver le foyer épileptique. Et en fait, pendant cette recherche du foyer épileptique, maintenant, on a des technologies qui nous permettent d'enregistrer l'activité au niveau du neurone individuel. Et on enregistre beaucoup de ces neurones dont on arrive à isoler l'activité. Et on a essayé de comprendre le lien qui existe entre la dynamique de ces neurones et l'épilepsie. Beaucoup plus récemment, on s'est mis à étudier ce système-là dans l'autisme. C'est pas quelque chose auquel je m'étais jamais vraiment intéressé. C'est un postdoctorant au laboratoire qui m'a convaincu, en tout cas, de commencer, d'essayer avec une collaboration à l'université d'Édimbourg. Et en fait, c'est devenu vraiment fascinant. On a eu des données préliminaires très, très encourageantes, voire même passionnantes, parce que ça fitait tellement avec l'idée parfois de ce qu'on se fait avec l'autisme et de certaines inflexibilités cognitives, sans vouloir évidemment évidemment, il faut prendre tout ça avec des pincettes, je dirais. Il faut faire attention. Mais n'empêche, c'était très intéressant. Et en fait, récemment, d'ailleurs, ça va commencer cet été. On est financé par certainement la plus grosse fondation américaine sur l'autisme et qui nous encourage donc à étudier cette question-là chez des modèles d'animaux transgéniques, chez lesquels donc en fait des gènes qui sont connus pour être impliqués dans l'autisme ont été modifiés et on l'enregistre et on va regarder ça sous le spectre de la navigation spatiale parce qu'on pense que ça nous offre une fenêtre d'opportunité de comprendre la maladie chez l'animal parce qu'il y a un lien tellement fort entre le comportement et ses représentations neuronales qu'effectivement, on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe mal chez ces animaux transgéniques. Oui, en fait, si je peux me permettre de finir, ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, on se rend compte que certaines choses se passent mieux. Chez certains modèles, en tout cas chez un modèle d'autisme assez courant, ce dont on se rend compte, c'est que très tôt dans la vie du rat, les signaux sont en fait meilleurs que chez les rats qui ne sont pas transgéniques. Et pour nous, c'est absolument fascinant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certaines choses donc c'est pas, il faut pas voir ça forcément comme une pathologie. Oui, il y a des aspects absolument, des aspects totalement négatifs à la maladie, bien sûr, on en est totalement conscient, mais c'est juste ce qu'on appelle aujourd'hui la neurodivergence. C'est-à-dire que c'est un développement du cerveau qui est divergent, mais qui parfois, dans cette divergence, va apporter, ou va en tout cas donner lieu, aboutir à des facultés cognitives qui sont meilleures, au détriment de certaines autres choses. Mais de comprendre ça, moi, ça me fascine. Non, oui, c'est hyper intéressant d'essayer de comprendre pourquoi le manque de flexibilité, c'est à la fois, ça permet d'avoir des capacités extraordinaires et en même temps, ça va peut-être engendrer un manque d'adaptabilité ou je ne connaissais pas du tout ce lien. Ouais, et puis en plus, c'est des questions qui sont très, très actuelles. Hein. Il y a la prise de conscience, mais on va dire dans le milieu du travail, que entre 5 et 20% de la population, alors peut-être pas 20%, faut pas exagérer, mais en tout cas, il y a une neurodivergence. C'est-à-dire que c'est aussi
réaliser qu'on n'est pas tous pareils, qu'on n'est pas tous dans le même moule, qu'on a tous, certainement, on s'est développé d'une certaine manière pour s'adapter, mais que pour certaines personnes, c'est plus dur, mais voir aussi toute la contribution qu'ils peuvent apporter, en fait, au groupe, à la société, et d'essayer comme on dit en anglais, embrace. Évidemment, le mot français ne vient pas, mais cette diversité-là, moi, je trouve que c'est parce qu'en travaillant en plus en parallèle au sein de l'institution sur les questions d'inclusion et de diversité et de penser à comment notre travail s'inscrit non seulement dans la recherche académique, clinique, mais aussi dans comment améliorer juste notre société au sein même de notre propre communauté là dans l'Institut. Honnêtement, je trouve ça passionnant. Oui, oui. Et puis c'est une bonne illustration de comment la recherche peut aussi parfois être un peu proche des questions actuelles, parce que parfois on a un peu l'impression que c'est pas, enfin, le lien pour le grand public n'est pas forcément toujours évident, parce que c'est des choses très compliquées qui sont très spécifiques. Donc oui, je trouve que c'est encourageant d'entendre ça en tout cas.